Regardez, là on est dans le conventionnel, c'est ce qui se passe dans la région de Pokrovsk. Le président Zelensky qui s'est rendu sur place dans un climat, merci beaucoup, de très grande tension générale. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé s'être rendu auprès des troupes ukrainiennes combattant dans la zone de Pokrovsk, ville stratégique du Donbass en difficulté face aux attaques de l'armée russe. La Russie est en train d'accroître sa pression. Vous voyez ces images, il est dans le bunker, il remet des décorations à ses combattants. Il y a une sorte de gravité dans ces images parce qu'ils ne sont pas si loin que ça du front, dans des conditions extrêmement difficiles. Vous nous avez rejoint, Samantha de Bendern. Ces images-là disent beaucoup de la situation qu'on est en train de vivre. Oui, la situation au Pokrovsk est extrêmement grave, mais les Ukrainiens n'ont pas envie de lâcher. Si vous voulez, beaucoup de gens comparent cette bataille de Pokrovsk à celle de Bakhmout, cette bataille qui a duré plus d'1 an et demi, si je me souviens. Et Bakhmout est finalement tombé aux mains des Russes. Si Pokrovsk tombe aux mains des Russes, le résultat stratégique pour l'Ukraine sera beaucoup plus grave, parce que ça ouvrira potentiellement la route vers Konstantinivka, vers Kramatorsk et vers Sloviansk, donc des villes clés du Donbass. Et les Ukrainiens aujourd'hui envoient des troupes d'élite pour défendre Pokrovsk. Il y a des troupes de l'Azov qui sont là-bas. Certains étaient présents à la défense de Mariupol. La grande crainte, ce serait soit d'une retraite très désordonnée, soit encore pire, d'une capitulation et donc de prisonniers de guerre. Et un Mariupol bis, c'est ce que les Ukrainiens doivent à tout prix éviter. Je parle sous contrôle de militaires sur le plateau, mais d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, le corridor d'évacuation de la ville pour les Ukrainiens se resserre jusqu'à peu près 10 km. Et une décision va sans doute devoir être prise dans les prochaines heures. Là, vous êtes le soldat parmi nous. Ces images sont très impressionnantes parce qu'il y a un ton de gravité. Alors, il y a aussi Yermak, son secrétaire général de l'administration. Il y a le patron de l'armée. Oui, ça veut dire que la situation est grave. Au passage, vous noterez que oui, au moins les chefs des armées vont directement sur le front. On attend toujours de voir Vladimir Poutine aller aussi près de la ligne de front. Je pense qu'on va l'attendre longtemps. Non, mais ça veut dire que oui, la situation est effectivement assez grave et que globalement, de côté ukrainien, il faut prendre des décisions. Les Ukrainiens ont toujours du mal à lâcher une position, parce que évidemment ça fait mal de lâcher une position pour laquelle on s'est battu depuis si longtemps, et puis surtout c'est offrir une victoire malgré tout. C'est quand les Russes planteront le drapeau définitivement sur Pokrovsk, c'est une victoire. Bon, dans les faits maintenant la ville elle est véritablement neutralisée, donc son aspect nœud de communication en réalité ça y est, c'est déjà neutralisé. Mais c'est une vraie question. C'est quelque chose qu'on reproche aussi notamment au général Syrski, c'est de vouloir peut-être souvent trop s'accrocher quelque part. Et on pense notamment à la bataille de Severodonetsk à l'été 2022 déjà, où les Ukrainiens avaient tardé à échouer, à se replier, et ça a failli se terminer par une catastrophe. Et donc là, on est dans ce moment, est-ce qu'il faut se replier? Le militaire que je suis vous dirait oui. Il faut se replier, sachant que c'est une manœuvre très compliquée, très difficile. Regardez la dureté des combats. Pour l'instant, l'image est extrêmement spectaculaire. Vous allez nous aider à la comprendre. C'est le lancer, c'est une mine qui est engagée. Regardez, les soldats ukrainiens se rapprochent des soldats russes qui ont, si j'ai bien compris, trouvé refuge dans cette maison. Et regardez, vous avez vu le geste, ils lancent une mine qui est une très grosse mine visiblement. Xavier Giacomoni, qui fait sauter toute la maison. Oui, ils se battent pied à pied pour chaque bâtiment, essayant de causer le maximum de pertes à l'ennemi. En fait, c'est un point de fixation. Pokrovsk, moi je suis totalement d'accord avec Michel Goya, c'est plus un nœud de communication, puisqu'en fait c'est une impasse. Les voies ferrées, les autoroutes qui y arrivaient se terminent dans une ville, on voit sur les images, qui est totalement détruite à l'image de ce qu'on voit là. Maintenant, effectivement, l'évacuation des derniers soldats ukrainiens qui sont dans une sorte de poche, le corridor fait même plus 10 km d'ailleurs, il est réduit à 2 ou 3 km d'après les dernières informations, et il se réduit de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, et les forces spéciales ukrainiennes n'ont pas réussi à desserrer l'étau, donc forcément ça se terminera pas bien. Des soldats ukrainiens seront pris au piège. Ce sont des soldats qui vont manquer pour la suite, parce qu'après, il n'y a plus vraiment de zone urbaine dans l'ouest jusqu'à Dniepropetrovsk, et c'est extrêmement dangereux pour les Ukrainiens, d'abord pour la ville de Kramatorsk et ensuite Sloviansk, plus au nord. Explication de cette image, qu'on comprenne bien ce qui se passe exactement, si on peut revoir l'image et l'expliquer.
Michel Goya, parce qu'on voit, regardez bien à gauche. Ça, c'est pour le coup, c'est du combat rapproché. Hein, mais... Oui, ça c'est très rapproché. Ça. Mais je crois que... Regardez, qu'on comprenne bien. Ils sont là, juste au bord de la maison, contre le mur. Hein, Ils jettent, on va voir qu'ils jettent la... Ils jettent une mine, alors c'est une mine anti-char, ça doit être une TM62. Ah voilà. C'est ça, c'est une énorme mine. Oui, en fait, c'est un bloc d'explosifs. Ça fait, de mémoire, ça doit faire 7 kilos d'explosifs. C'est destiné à frapper, détruire des véhicules. Hein. Et donc, c'est un gros bloc d'explosifs. Alors, ils ont bidouillé pour y mettre un détonateur. Normalement, ça n'explose que lorsqu'on passe dessus avec un gros véhicule. Donc là, ils ont mis un détonateur et se servent, voilà, ils ont envoyé 7 kilos d'explosifs. Vous savez ce que me dit notre chef d'édition Aurélien Hamel, qui est dans mon oreille? Il me dit, vous êtes vraiment excellent, Michel Goya, parce qu'il me dit, c'est tout flou, c'est difficile à voir, et effectivement, c'est une TM62, parce qu'on a reçu le descriptif, mais effectivement, vous avez l'œil. Hein. Avec des cordes, et c'est des trucs qu'on pose comme ça sur les routes même, hein, pour bloquer le passage. Mais c'est très vieux, hein, ça date des années 60, il y en a des millions qui ont été construites. Mais c'est intéressant, c'est que c'est la première fois que je le vois s'en servir comme ça, de manière offensive pour aller détruire un bâtiment. Lancé à l'intérieur. Là, on voit cette logique de guerre où même si la ville est, on verra des images dans un instant, on reverra ces images, la ville est détruite à je sais pas quel pourcentage, elle est massivement détruite, mais on se bat quand même, comme disait Xavier, parce que ça devient un point de fixation. C'est un point de fixation parce que après, comme disait Samantha et d'autres, il y a d'autres villages et puis ça permettrait de percer dans le Donbass, dans la partie qu'ils n'ont pas encore, parce qu'ils n'ont, contrairement à leur constitution, ils n'ont pas tout conquis. Mais ce qui est impressionnant, c'est que malgré le fait que tout est presque détruit aujourd'hui, je ne sais pas le pourcentage, on est quand même encore des combats rapprochés, urbains, autour de ce qui reste en fait. Il se permet d'utiliser ce qui reste sur le territoire alors qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Oui, et effectivement, en écoutant vos commentaires, moi je me disais que ce qui est étonnant, c'est le caractère incertain de cette guerre. C'est-à-dire que maintenant, il y a presque une semaine que les Russes ont annoncé, et les Ukrainiens ont confirmé, que des troupes étaient entrées dans Pokrovsk, et donc on se disait, bon, bah, ok, s'ils sont dedans, la ville va tomber. Et en fait, non. Et on s'aperçoit que ce conflit, il est totalement figé. C'est-à-dire que même avec un enjeu pareil, même avec une mobilisation si considérable que le chef de l'État ukrainien en personne vient avec les patrons de l'armée pour encourager, ben, malgré ça, ça se joue maison par maison. Et c'est pour ça que l'une des caractéristiques de cette guerre, c'est qu'elle dure, et on va entrer dans la 4e année, et on ne voit pas comment ça s'arrêterait quand on réalise avec ces images à quel point ça se joue, mais maison par maison. Et le pays est très grand. Stéphane Marchand, tous ces derniers jours, beaucoup de militaires témoignent hors caméra pour dire qu'ils sont impressionnés par la combativité et des Russes et des Ukrainiens. C'est vrai, on sait aussi que l'immense désavantage des Ukrainiens, ce sont les hommes, c'est le nombre d'hommes, les effectifs, l'impossibilité de mobiliser sérieusement comme il le faudrait. Et on se demande toujours, en voyant la tactique des Ukrainiens, est-ce qu'ils tiennent suffisamment, alors on n'a pas à leur donner de leçons, mais est-ce qu'ils tiennent suffisamment compte de ce désavantage? Une retraite bien construite, c'est une victoire militaire. Ce qu'ont fait les Russes au moment de Kherson à la fin de 2022, je crois, c'était une très belle opération qui les a placés en position de force par rapport à Kherson d'ailleurs. Kherson, une ville qui est aussi pénétrée régulièrement à la fois par des drones et par des militaires. Donc voilà. Regardez ces images de Pokrovsk détruite. C'est vous qui rappeliez à l'instant la comparaison avec Mariupol, par exemple. Oui, la destruction de la ville est extrêmement avancée. Alors, je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Pokrovsk, quelques dizaines de milliers. 60 000. 60 000, donc c'est une ville moyenne. Hein. Il reste quelques personnes âgées qui ne savent pas où aller, grosso modo, et qui peut-être attendent les Russes pour avoir une meilleure retraite, puisque ça, c'est la promesse russe. Quand vous aurez votre passeport russe, votre retraite sera augmentée de 50 à 60%. Mais ça représente très très peu de personnes, en fait. Hein. Quand on fait le compte des villes, hein, ça fait quand même Mariupol, ville détruite, hein, Mariupol, Toretsk, Bakhmout, il y a beaucoup de villes dans cette guerre qui ont été détruites. Toutes les villes sur la ligne de front sont détruites, il faut être clair. Les villes, les villages, tout ce qui est sur la ligne de front, sur de 10-20 km de la ligne de contact, c'est détruit. Voilà. Les villes, les infrastructures, les industries qui pouvaient être intéressantes éventuellement pour les Russes. Il y a beaucoup d'industries dans cette région. Regardez cette autre ville de Toretsk. Ce sont des villes dont on a presque oublié le nom parce que l'actualité chasse l'autre, mais cette ville de Toretsk qui est une très grande ville, enfin une ville industrielle importante hein, pour l'Ukraine. Regardez cette image, on dirait qu'elle est
une image de film. Là, c'est pas un film, c'est la réalité d'une ville. Mais ça c'est ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, ce sont les milliers de kilomètres de champs de terre fertile qui sont minés pour des années, des décennies à venir. Ce qu'on ne voit pas, c'est la pollution des eaux, non seulement là où il y avait le barrage de Kakhovka, mais dans d'autres cours d'eau ukrainiens. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que chaque ville ukrainienne, ou presque, a subi des bombardements terribles. C'est un pays qui est en train d'être complètement détruit sous nos yeux. Avec des moyens de combat d'une puissance, d'une inventivité souvent inédite. Regardez ce drone. Dieu sait si on a vu des drones, mais celui-là, moi, je n'avais jamais vu une telle machine. Le premier bataillon médical c'est un robot, alors, a mené une opération d'évacuation unique en utilisant un système robotisé terrestre pour extraire avec succès, disent-ils, un soldat blessé en lui fournissant des soins médicaux. L'évacuation dure 5 heures et 58 minutes, donc 6 heures. Le drone a parcouru 64 km, dont 37 km avec une roue endommagée, 13 km/h, vitesse maximale 29 km/h. Et regardez là, l'image, bien sûr, le robot est télécommandé, et il va chercher le blessé. On charge le blessé repart, et tout ça est une forme de drone, de robot, disons. Un robot. Pour faire la distinction, c'est un robot terrestre, c'est un drone terrestre, un robot terrestre. Mais là aussi, on parle beaucoup évidemment des drones volants ou même des drones marins. Mais maintenant, vous avez des milliers de robots aussi au sol qui sont des deux côtés d'ailleurs. À Avdiivka, il y a la première attaque offensive menée uniquement avec des robots a eu lieu à la bataille d'Avdiivka par les Russes, uniquement des robots terrestres et des drones au-dessus. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que la ligne de front, en réalité, c'est un échiquier de petites positions avec des groupes qui restent dans des trous pendant un mois avant d'être relevés et qui tiennent la position. Voilà. C'est terrifiant. Il y a un mélange de 14-18 et de la guerre du 21e siècle, mais vraiment au sens plus futuriste. Mais ça veut dire, et tout ça sur une profondeur de 10 km, 15 km. Et donc toute la difficulté que l'on a, c'est par exemple simplement pour ravitailler ces gens qui sont au contact, en première ligne, sachant que dès que vous vous déplacez, dès que vous êtes un peu à découvert, vous avez un drone qui va vous tomber dessus. Et donc on utilise de plus en plus des robots pour faire du ravitaillement, pour aller amener des munitions, des vivres et pour évacuer des blessés, sachant que sinon, c'est soit vous utilisez un gros véhicule et il sera très visible, soit vous faites ça à la main et donc vous pénalisez 4, 5, 6 hommes à pied qui sont pris sous le feu. Et donc maintenant on évacue par robot. Mais effectivement, comme ça a été montré, ça prend des heures. On appelle ça dans la médecine militaire, on appelle ça l'heure dorée, ou pas que dans la médecine militaire. C'est-à-dire quand vous avez un blessé, il faut moins d'une heure pour qu'il soit sur la table du chirurgien. Et là, vous avez toutes les chances qu'il soit sauvé. Mais là, quand vous allez récupérer un gars qui est sur la ligne de contact à des 10 km et des kilomètres, ça prend des heures. Donc il faut imaginer aussi le blessé qui est allongé sur ce robot pendant des heures et qui... Dans une sorte de sarcophage plus ou moins blindé, ce qui a sauvé le blessé d'ailleurs. Qui a été attaqué par Il a sauté sur une mine, il a été attaqué par des drones et le blessé a quand même survécu. Oui. Regardons bien l'image pour comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire, ce drone a été attaqué par un autre drone FPV, c'est ça ? Oui. En face, il essaie de le détruire et comme il est blindé, et a sauté sur il résiste. Oui. Et ce robot lui-même est accompagné d'autres drones qui ça travaille toujours en couple, qui font de la reconnaissance, qui le protègent contre d'autres drones. Mais voilà, c'est une guerre qui est de plus en plus... C'est à la fois une guerre de fantassins, beaucoup plus avant, c'est-à-dire que là, vous voyez beaucoup moins de véhicules blindés, parce qu'il y en a beaucoup moins déjà, ils sont détruits. C'est de plus en plus une guerre de fantassins, mais de guerre de fantassins augmentée, renforcée par des machines, par des drones aériens ou terrestres. Quand on regarde cette image vue de Paris, de Londres, de Berlin, on doit se dire, quand on est militaire, on n'est pas prêt à ça. En tout cas, là, cette fois-ci, là, on écrit une guerre qui est celle d'après, pas celle qu'on est prêt à mener maintenant. Oui, c'est une autre guerre. C'est-à-dire que moi, je le dis à chaque fois, mais tout ce que j'ai pu apprendre, moi, comme le métier de combat d'infanterie... Vous n'aviez jamais vu ça ? Non, bien sûr. Non, c'est... alors, on commençait à utiliser des robots pour faire de la reconnaissance, pour faire du déminage, des choses comme ça, mais jamais à cette échelle et jamais, notamment avec les drones. Est-ce que tout ce que j'ai appris, c'est... une bonne partie, maintenant, est obsolète, oui. Ça sert encore à quelque chose de parler de ligne de front ? J'entendais un reporter... Elle fait quasiment 20 mètres de large, en fait. La kill zone, la zone où on peut être tué, fait une vingtaine de kilomètres de large. Ouais. Que ce soit les drones, les mines. Ouais. Et d'ailleurs, ces robots servent la plupart du temps, au-delà des blessés, dans leur voyage à l'aller, ils amènent des munitions, des vivres, tout ce que les hommes ont besoin dans leurs trous, comme le racontait Michel tout à l'heure. Mais c'est pour ça que les choses... Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer sur le front, Les choses sont aussi lentes, parce qu'on est obligé, justement, de se combattre à pied. Dès qu'on est un peu visible, on se fait taper dessus. Il ne faut pas bouger.
on se fait taper dessus, donc on y va à pied. On essaie de s'infiltrer, on essaie d'utiliser le mauvais temps, la nuit pour essayer de rejoindre une zone un peu dense, un village, une forêt, et après tout se fait à pied. Mais quand vous allez à pied, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas exploiter, vous ne pouvez pas faire de percée. Il n'y aura pas la percée de Sedan en 1940 sur le front ukrainien. Mais même quand vous avez franchi la ligne de front, vous restez dans la kill zone. Donc la victoire, la définition de la victoire devient quelque chose. Il n'y a plus de percée, ce sont du grignotage. On a les opérations militaires les plus lentes de l'histoire moderne en Ukraine. Même 1915-1916, ça allait plus vite. Oui, effectivement. 2 remarques sur l'utilisation de ces drones. D'abord, c'est sans doute parce qu'ils sont si nombreux que le front ne bouge pas, parce qu'effectivement, chaque mouvement est susceptible d'être arrêté aussitôt par les drones. Et puis, c'est aussi sans doute l'utilisation massive de ces drones de toutes sortes, la réponse des Ukrainiens à la faiblesse, au handicap que soulignait Stéphane Marchand tout à l'heure, c'est-à-dire le manque d'hommes, en fait, qui est compensé par un suréquipement, entre guillemets, de ces matériels qui sont de plus en plus polyvalents et qui bientôt vont pouvoir faire la guerre à la place des soldats. Non, mais vous avez des positions qui sont tenues maintenant par des robots. Prenez un robot, prenez une mitrailleuse, système automatique, des capteurs, et voilà, vous n'avez même plus d'êtres humains dans certains endroits. Si ça tombe, les robots tirent mieux que les soldats. Mais le problème de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces champs de bataille, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle pourra distinguer entre un combattant et un non-combattant, un combattant de notre côté et un combattant de l'autre côté, et quelle éthique, quel droit de la guerre va être... Enfin, à quelle éthique, à quel droit de la guerre est-ce que cette IA va se soumettre? Et c'est toute la question éthique que se posent les personnes qui développent ces engins ces engins de mort. La masse, on voit à quel point, c'est le président de la République qui disait, l'armée russe, ce sera, je crois, 1 500 000 hommes, et 3 000 chars, c'était le chiffre que j'avais en tête. Mais c'est plus forcément un marqueur de puissance militaire. Oui, regardez, en termes de missiles et de drones, rien qu'en octobre 2025, l'armée russe a lancé 5 298 drones, et 276 missiles sur l'Ukraine. Et ce qu'il faut avouer, moi je me rappelle très bien l'époque où, sur ce plateau, certains disaient « c'est fini, les Russes, ils sont vraiment au bout de leur capacité ». Ah, visiblement, ils ne sont pas au bout du bout, là. Non, mais il y a cette technologisation du champ de bataille, ce n'est pas que chez les Ukrainiens. Même si les Russes ont plus de soldats, certes, ils ont fait le même constat et ils ont eu la même réactivité. C'est-à-dire, ils sont capables aujourd'hui de produire, et à un moindre coût. Donc pour les Russes, c'est aussi très intéressant de ne pas être obligés de construire des chars ou des missiles ou très probablement, ils n'ont pas cette capacité, mais de construire des drones. Donc, ils ont cette capacité. Ils ont augmenté. Il ne faut pas oublier que les Shahed qu'ils avaient achetés à l'Iran, aujourd'hui, c'est eux qui le produisent dans leur propre usine et qui l'ont amélioré, qui l'ont peaufiné, et que même les Iraniens, maintenant, utilisent des modifications. Je peux vous poser une question vraiment de candide. Pour moi, il y a toujours un mystère de la guerre. Quand on voit les images de Stalingrad, par exemple, ou les images de Berlin à la fin, à quel point dans des villes ou dans des pays même qui sont détruits, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien et la guerre continue. C'est-à-dire il y a une espèce de capacité de production, d'action, etc. des peuples qui est, quand ils sont en guerre, irrationnelle. C'est la démonstration que l'être humain est capable de s'adapter au pire. Pire de situation, que ce soit la situation géographique, vous avez des gens qui vivent dans le pôle Nord, dans des situations qui paraissent impossibles, vous avez une situation de guerre, ça paraît impossible, non, on arrive quand même à résister, on arrive à vivre dans des villes sous des bombardements, et d'un seul coup des gens qui ont une vie normale, du jour au lendemain on passe à une situation où il faut vivre en situation de guerre. Berlin 45, on voit des images de l'Allemagne plate, c'est aplati. Berlin, c'est détruit, et la guerre continue quand même. Regardez à Gaza, le Hamas a continué à se battre alors qu'on avait l'impression, vu d'avion, qu'il n'y avait plus rien. Oui, mais paradoxalement, la ville, c'est quand même une protection. C'est-à-dire que vous avez toujours un endroit, il y a quand même des murs, il y a quand même des caves, il y a des endroits où vous pouvez vous protéger. En réalité, c'est difficile de tuer des gens dans une ville. Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi détruit, c'est qu'il faut beaucoup de moyens. Et quand on ne fait pas beaucoup de discrimination, on envoie beaucoup de puissance de feu pour essayer justement d'avancer et de détruire l'ennemi, de le traquer. Mais j'y reviens, l'être humain s'adapte à tout. Surtout aux situations, même si, comme disait Arnaud Dupic, il n'est capable que d'une certaine quantité de terreur. Mais jusqu'à cette certaine quantité de terreur, on est capable de faire des choses extraordinaires.
Et surtout quand ils n'ont pas le choix. Giacomoni rappelait tout à l'heure que les civils qui sont restés dans ces villes, c'est ceux qui ne savent pas où aller ou qui n'ont pas l'argent suffisant, les moyens de transport pour pouvoir s'échapper et pour pouvoir s'enfuir en tout cas. Et puis du côté des militaires, vivent dans un environnement dégradé, ça fait partie de leur métier, donc ça peut durer longtemps. Oui, moi je me souviens d'histoires de ma mère qui me raconte les bombardements de Manchester. Au bout d'un moment, on s'y habitue. C'est aussi terrible que ça, c'est qu'on s'habitue à tout. Et là, on s'habitue à voir des images d'horreur et on revient à cette parabole de la grenouille dans l'eau bouillante. Et bien finalement, on ne se rend même pas compte.